En même temps, au Congo, il y a une expédition organisée par le Musée national du Zaïre, où mon ami Charlie Hainaut et d'autres gens vont dans l'Ituri et ils en ramènent des pagnes en écorce. On ne connaissait pas. La grande découverte. Immédiatement, on organise à Bruxelles la première exposition qui a jamais eu lieu de pagnes. Ici, juste en face, là, la galerie où Pierre Loos est maintenant, il y a eu la première exposition au monde de pagnes de l'Ituri. Cette exposition, après, une exposition liée à cette exposition est partie à Munich. Là, c'est Robert Ferris Thompson qui a écrit le catalogue parce qu'il était tellement fasciné par le sujet qu'il est retourné sur place avec Charlie Hainaut. Et après, il y a eu une exposition à Chicago et du coup, les marchands d'art contemporain ont trouvé cet art fantastique. Malheureusement, sur place, les objets ayant un certain âge, il n'y en avait plus, mais les Congolais sont très gentils et ils en ont fait des milliers. Ok ? Il y avait une telle demande et on cherchait toujours la nouveauté. Ils en ont fait avec des motifs qu'on n'a jamais vus, des couleurs qu'on n'a jamais vues. C'était extraordinaire. Et puisque de temps en temps on peut parler d'argent, et à l'époque où 25 000 $, c'était encore de l'argent, certains de ces pongos ont été vendus 25 000 $. Ok ? Bien vite, les gens ont compris qu'il y avait un problème. Et le feu s'est éteint, c'est un peu l'aventure des tulipes en Hollande. L'aventure s'est terminée là. Les gens recherchaient à l'époque des armes qui étaient bien faites, et si possible en matériaux nobles. Nous avons ici comme matériaux nobles l'ivoire et là le laiton. Les gens étaient impressionnés par le bel ouvrage. Ils voulaient bien que les choses soient exotiques à condition qu'elles soient bien faites. Et c'est pourquoi il y a eu un tel engouement pour les coupes Kuba qui étaient décorées avec une horreur pour le vide. Chaque millimètre, chaque centimètre était décoré non seulement avec soin, mais aussi avec symétrie, et c'était apprécié. D'autres objets qui étaient appréciés à cette époque-là, c'est des tabourets. Des tabourets parce que ça représentait, c'était l'emblème de la chefferie, et c'était bien sculpté, c'était propre. Il fallait surtout pas qu'il soit trop empoyé, qu'il soit trop sale, qu'il y ait trop de trucs dessus. Donc, il est même probable que ce fameux tabouret, dont on connaît 3 du même sculpteur, était en fait une œuvre de commande. Okay. D'autres matériaux où là il y en a eu des dizaines de mille, et je connais le chiffre, et je ne sais pas combien de dizaines de mille, mais des dizaines de mille, c'est les haches qu'on appelle Songhé ou Tetela, avec des personnages, avec plusieurs têtes ou peu de têtes. La plupart ont été faites pour nous et non pas pour eux. Mais alors, comme les Blancs aimaient bien les matériaux un peu nobles, on faisait parfois là en peau de serpent ou en peau de varan, ou même parfois en ivoire. Il y en a avec des manches en ivoire. Alors quand vous comparez cet objet-ci, qui est bien fait mais qui n'est pas de la toute grande ferronnerie, et un objet qui a été fait pour un dignitaire Kuba, si vous voyez le détail de la forge, le détail du poinçonnage ici et l'inclusion, déjà la forge en elle-même est fantastique, vous aurez vite compris la différence entre ce qui a été fait pour nous et pour eux. Il y a une espèce d'engouement suite à l'exposition Beauté fatale organisée par Jan Elson au Crédit communal pour les armes. Et comme les armes sont des choses qui ne sont pas chères du tout, et qu'il y en a beaucoup, puisque nous avions beaucoup de soldats au Congo qui en ont ramené beaucoup, donc il y a beaucoup d'armes, donc le prix sont abordables. Elles n'ont pas toute cette qualité-là, mais ça permet aux gens qui ont peu de moyens de se faire une collection et de se forger une idée de ce qu'est la technologie et l'art africain. Tout à coup, un intérêt aussi pour les objets ayant une forme moderne, bien faite. C'est-à-dire que
l'ethnographie, la très belle ethnographie, tout à coup a un engouement. Et il y a un moment où le prix d'une chaise dépasse le prix d'une statue ou le prix d'un masque. C'est pas un problème. Pour moi, ça ne pose aucun problème, mais je trouve ça fantastique que les gens reconnaissent le savoir-faire des artisans africains et qu'il n'y a pas que l'art, qu'aussi l'artisanat. Pour moi, il n'y a pas de distinction entre l'art et l'artisanat parce que la frontière est très floue. Le monsieur qui a fait ce siège, c'est un artisan, mais c'est avant tout un artiste. Donc, il y a un engouement pour les objets ayant une forme, je dirais, moderne, mais qui ont de l'âge. Là, il y a un nouveau phénomène, c'est-à-dire que parmi les gens fortunés ou très fortunés dont j'ai parlé avant, il manque parfois une certaine connaissance, parce qu'ils n'ont pas suivi les pas, ils n'ont pas commencé à collectionner une cuillère, un peigne, un petit masque, une petite statue, ils ont directement voulu acheter des chefs-d'œuvre. Il en résulte que dans les grandes salles de vente, Sotheby's pour ne pas les citer, on vend des objets qui n'ont probablement jamais été employés. Mais malgré tout ça, ils ont quand même atteint la modique somme de 2 millions de dollars. Dans la même vente, il y a eu un masque qui est 19e, qui est très beau, qui est authentique, qui est rare. 8 000 dollars. Il faut m'expliquer. Peut-être, suite au livre que j'ai publié avec mes amis sur les ivoires, un petit haut de canne Bakongo, 350 000 dollars. Et pendant ce temps-là, heureusement, ceux qui ont un œil, qui ont vraiment une connaissance et qui ont une passion, peuvent encore trouver chez les commerçants, non seulement au Sablon, mais dans les environs, et aussi lors de manifestations comme Brunéaf pour l'instant, des objets authentiques, faits par les gens qui n'ont pas été chipotés pour des sommes tout à fait, je dirais, modestes et abordables. Entre 2000 et 2015, c'est un peu le bouleversement. Les gens ne savent plus. Et je ne parle pas seulement des collectionneurs, je parle aussi des marchands, parce que la base du commerce, c'est les marchands. Les marchands ne savent plus quoi montrer, parce qu'on ne sait pas ce que les gens cherchent. On dit, tiens, ils cherchent des armes. On met des armes, ils n'en veulent pas. On met des tissus, ils n'en veulent pas. On met des terres cuites, ils n'en veulent pas. On ne sait pas. Ils veulent des objets avec un pédigré. Ah, vous voulez du pédigré? Oh ben, c'est pas grave. Moi, chaque pédigré, c'est un zéro en plus. Un objet à 1000 devient 10 000. S'il y a 2 pédigrés, c'est 100 000. S'il y a 3 pédigrés, c'est 1 million. Puisque c'est ça qu'ils veulent. Alors, c'est un peu déboussolant pour nous, les marchands, parce qu'on fait notre métier avec amour. On ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'on trouve un objet qui est tout à fait authentique, qui a une âme, qui a servi, qui est rare. Les gens n'en veulent pas. Par contre, on trouve un truc à moitié convenable, mais qui a été exposé à la Galerie Pigalle en 1932, qui appartient à Van Pieperseel, et là, ça fait 2 millions. Il faut nous expliquer. Nous, on ne demande qu'une chose, c'est vous faire plaisir. Alors, dites-nous ce qu'on doit faire. Merci. Eddie Kambwanga. Donc, c'est ce qui se fait aujourd'hui à Kinshasa et à Lubumbashi. Je précise qu'Aimé anime des ateliers là-bas et retourne régulièrement. Donc, il est un Africain idéal puisqu'il est à la fois en Belgique et au Congo et il ne perd pas donc ses racines. Voilà encore c'est un ancien, voilà, lui je ne connais pas. Voilà. Voilà. Alors, bon, ben, ce que je voulais dire, c'est que, c'est que les grands Africains sont connus à titre individuel sur la scène internationale. Le premier qui a été fort connu, c'était un Sénégalais dont le nom m'échappe maintenant, qui faisait des gros personnages avec beaucoup de matière. Et
Ousmane Sow, voilà. Ousmane Sow, c'était assez extraordinaire, un peu post-colonial, mais quand même extraordinaire. Hélas, maintenant, sa femme qui est française les fait tirer en bronze et ça perd un peu de son originalité, de son authenticité. C'est le problème, l'art est devenu un commerce plus qu'autre chose. Et même chez nous, les jeunes artistes sortant des écoles veulent tout de suite vendre et bien gagner leur vie. Ils pensent parfois plus à vendre qu'à créer. Et je me souviens que dans un jury à la Cambre auquel participait Pierre Alechinsky, il a été très énervé en arrivant parce qu'il y avait des revendications d'étudiants à propos de je ne sais plus trop quoi, et qu'il a dit mais qu'ils apprennent d'abord leur métier et puis après ils pourront revendiquer. Et Alechinsky, qui a 88 ans, continue avec un enthousiasme extraordinaire à créer des choses magnifiques. C'est évidemment un de nos tout grands artistes. Bon, à part la Biennale de Dakar qui continue qu'à un quart, il y a la fondation à Luanda qui était invitée ici, qui a créé une triennale là-bas et qui montre une collection réunie au départ par un Allemand qui appartient maintenant à un important homme d'affaires congolais. Il y a sans doute à boire et à manger dans cette collection, mais je sais qu'un artiste que j'apprécie énormément, qui est camerounais, donc près du Congo, qui vit à Paris, mais qui a créé un centre assez impressionnant dans son village Bamileke, Barthélemy Togo, n'avait pas voulu participer quand la collection avait été montrée à la Biennale de Venise il y a quelques années. Voilà. Et il y a en Afrique aussi la fondation Zinzou qui fait un travail formidable auprès des enfants du Bénin, de Cotonou, mais aussi ailleurs dans le Bénin, qui montre des artistes contemporains congolais, africains ou européens, qui a montré à Cotonou le trésor du roi Benanzin avec l'aide du Quai Branly, ce qui est peu banal en Afrique aujourd'hui, qui a montré aussi Basquiat, dont tous les artistes africains, les peintres surtout, se revendiquent aujourd'hui, et certains, ça se voit nettement. Togo, qui est exposé par la galerie Le Long, une des grandes galeries parisiennes, est un artiste magnifique qui a une vision humaniste de la vie. Ça ne rigole pas toujours, comme ici, mais c'est de la vie à la mort. Mais il fait des aquarelles avec une prodigieuse dextérité. C'est toujours chargé, c'est toujours très coloré. Ici, c'est en bleu, mais il a utilisé le rouge, le vert. Et le musée de l'Afrique à Tervuren avait montré il y a quelques années une exposition où il y avait des masques et des artistes contemporains, et Togo y était bien sûr, notamment avec une installation qui parlait de migration. Togo, parce que Togo, comme les autres que je vous ai cités, et comme Dominique Zingpe, un artiste béninois que j'aime beaucoup, et sur lequel j'ai écrit un livre, et que Sandra avait montré ici à Bruxelles, avant de partir avec toutes ses dettes et de laisser tout le monde... voilà. Donc... Zingpe et Togo sont amis et ils sont à la fois peintres, installateurs, vidéastes, performeurs. Ce sont d'assez grands artistes. Ils prouvent que les grands Africains ont droit à une place au sommet de la création contemporaine. Ils ne sont pas Jeff Koons ni Damien Hirst, mais ils ont leur valeur, ils ont une valeur qui est encore profondément une valeur d'âme. Et je pense qu'à côté de Romuald Azoumé, de ses masques bidons, de Pascal Martin Taillou, un autre Bamileke qui vit à Gand, qui fait des installations magnifiques et qui sera au Palais des Beaux-Arts très bientôt pour une grande exposition, une grande installation, avec Ella Natsui, dont on connaît les grandes tapisseries avec des capsules de... Eh bien, tous ces artistes sont des artistes qui font partie de notre imaginaire aujourd'hui, de même que les Blancs d'Afrique, comme
Marlène Dumas ou William Kentridge. Je pense que j'ai tout dit et je vous remercie.